il s'en est fallu de peu. Le président turc Erdogan est arrivé en tête du premier tour des élections présidentielles avec 49,5% des voix. Mais la constitution turque impose un score de 50% plus une voix. Voyons comment 0,5% des votants ont sauvé la Turquie d'une véritable catastrophe. Nous sommes le dimanche 14 mai 2023 et il est 19h38. Quand Ekrem İmamoğlu, le maire d'Istanbul, vient avec Mansur Yavaş, le maire d'Ankara, annoncer « D'après les chiffres dont nous disposons, je peux confortablement dire que Kılıçdaroğlu est le 13e président de la République turque. » Dans le même temps, Anka, la propre agence d'information du parti CHP, Parti républicain du peuple, auquel appartiennent les deux hommes et le candidat de l'opposition face à Erdogan, affiche Erdogan 50,03%, Kılıçdaroğlu 44,35%. Évidemment, l'annonce soulève l'euphorie de certains partisans et de vraies interrogations chez d'autres. Lors de ma première vidéo sur le sujet, je vous avais dit que depuis quelques semaines avant le premier tour, certaines annonces de la part de l'opposition turque ne présageaient rien de bon. Entre autres, le fait de jeter le doute et le discrédit sur l'autorité générale des élections et les organes de l'État en général, en disant craindre des fraudes massives, et relayées en ça par la presse internationale. Et de dire, ça fait 1 an et demi que nous travaillons sur des questions de la sécurité des urnes et des résultats. Nous avons mobilisé du monde et créé notre propre système. Nous ne reconnaîtrons pas les résultats de l'État, nous vous donnerons nos propres résultats. Donc nous aurons bien compris que le CHP ne fait pas confiance à l'autorité générale des élections. Mais il ne fait pas plus confiance à la société civile. OYVETC, Voter et au-delà, qui est une association qui a lancé l'idée d'une surveillance des élections civiles pour la première fois en Turquie en 2013. Le 24 avril 2014, l'État turc la reconnaissait en tant qu'ONG. Bien sûr, toutes les dictatures font ça, n'est-ce pas? Le CHP est donc en train de nous dire aussi implicitement qu'il ne reconnaît pas l'impartialité des observateurs de l'UE qui sont présents, ni ceux de l'OCDE. Il veille au grain par ses propres moyens parallèles. Et le dictateur à la tête de l'État laisse faire. Bref, l'État turc a dit à tous les organes de presse que seule l'agence Anadolu, l'équivalent de l'AFP en France, sera autorisée à être en contact avec l'autorité générale des élections pour annoncer les résultats. Les médias reprendront donc les résultats annoncés par celle-ci. Le système que la coalition de l'opposition a créé fonctionne de la façon suivante. Une fois que tous les représentants de tous les partis présents dans un bureau de vote auront signé le PV, comme quoi tout est conforme et tout, avant que celui-ci ne soit envoyé à l'autorité générale des élections, la feuille est photographiée par eux et envoyée au parti CHP et à l'agence Anka du parti CHP. L'agence publie le résultat et les médias d'opposition le diffusent sur le support quel qu'il soit. Télé, radio, site internet, réseaux sociaux, bref. Du coup, l'opposition connaîtra toujours le résultat avant qu'il ne soit annoncé par l'autorité générale des élections, l'agence Anadolu et le reste des médias turcs et internationaux.
Il est 19h35 quand Kemal Kılıçdaroğlu a tweeté « Öndeyiz ». On est devant. À cette heure-là, les chiffres de l'agence Anka étaient Kılıçdaroğlu 33,99, Erdogan 50,65. Comment allait-il expliquer ça à son électorat a posteriori? 20h54, réapparition des deux compères, Ekrem İmamoğlu et Mansour Yavaş, qui est celui qui fait l'annonce cette fois-ci. D'autres résultats actuels, Kılıçdaroğlu 47,42, Erdogan 46,80. Alors que le résultat affiché par l'agence Anka était de Kılıçdaroğlu 46,39, Erdogan 47,84. Ça continue. À 22h36, le maire d'Istanbul déclare « Selon les résultats que nous avons, Kılıçdaroğlu est à 49% et Erdogan à 45%. » Alors que l'agence du parti indique Kılıçdaroğlu 45,4 et Erdogan 48,85. Ce qui a soulevé des questions. Le parti CHP qui dit avoir planifié cette journée depuis 1 an et demi, s'est-il vraiment trompé dans les chiffres? Ou les dirigeants du CHP l'ont-ils fait délibérément pour refuser de reconnaître le résultat et jeter des dizaines de milliers de leurs partisans dans la rue sous prétexte que les résultats des élections sont truqués? Mais il y avait le hic. La contradiction entre le discours des dirigeants du CHP et les chiffres annoncés au même moment par leur propre agence d'information. Oui, dans cette dictature où il paraît que tous les médias sont tenus par le pouvoir, l'opposition a non seulement des centaines de médias, mais aussi sa propre agence d'information. Bien sûr, après que les résultats officiels 49,51% des voix pour Recep Tayyip Erdogan et 44,88% pour Kemal Kılıçdaroğlu et 5,1% en faveur de l'outsider nationaliste Sinan Oğan et montré qu'aucun candidat n'avait obtenu les 50% plus une voix nécessaire, et le discours d'apaisement du président Erdogan. Je félicite tous les citoyens qui ont exprimé leur vote démocratiquement et qui ont participé au processus électoral. J'exprime ma gratitude à chacun d'entre eux. Notre pays a accompli avec les élections du 14 mai une nouvelle fête de la démocratie. Tout au long de notre vie politique, nous avons toujours respecté la volonté du peuple. Nous la respecterons lors de ces élections et des élections futures. Le Parti républicain du peuple, le CHP de Kemal Kılıçdaroğlu, a dû lui emboîter le pas et baisser de vraiment 3 tons au petit matin. 48 heures plus tard, Kemal Kılıçdaroğlu avait trouvé son bouc émissaire pour justifier l'écart entre les chiffres annoncés par le parti et les chiffres réels. Il a limogé son vice-président chargé des technologies de l'information au sein du parti. Oui, celui-ci s'est bien défendu en disant « Nos 973 présidents de district témoignent du bon fonctionnement du système ». Mais le couperet était déjà tombé. La question qui reste en suspens est « Que se serait-il passé si Erdogan avait gagné d'une courte majorité ?» La question est d'autant plus légitime quand on sait qu'après les élections présidentielles de 2018, ce qui a valu son éviction à Muharrem İnce, qui était à ce moment-là le candidat du CHP face à Erdogan, c'est d'avoir reconnu sa défaite à un journaliste en lui disant « La partie est finie, l'homme a gagné ». Alors que tout était prêt au CHP pour faire sortir massivement leurs partisans pour contester les résultats.
Et c'est comme ça que celui-ci est allé créer son propre parti et se présenter aux élections cette année. Si vous avez suivi les élections, vous savez que les présidentielles et les législatives se déroulaient le même jour. La coalition d'opposition turque a promis à ses électeurs qu'elle gagnerait les élections législatives et aurait une confortable majorité. Et qu'elle gagnerait aussi les élections présidentielles dès le premier tour avec des pourcentages allant jusqu'à 60%, voire 65% parfois. Bien sûr, cela n'est pas arrivé, c'était juste dans leur tête. Et leur presse et la presse internationale ont fini de faire le boulot en répercutant des sondages qu'ils savaient faux. Pourquoi je suis aussi catégorique? Parce que sans avoir de correspondant permanent ni d'envoyé spécial sur place, je sais que tous les partis ont des instituts de sondage qui leur sont affiliés ou appartiennent à de riches membres du parti. Comment je le sais? Comment tout le monde le sait? Tout simplement parce que les patrons de ces instituts de sondage le disent ouvertement sur les plateaux télé. Donc, les gens ont menti jusqu'à finir par croire leurs propres mensonges. Mais le pire, c'est qu'ils l'ont fait croire à la partie de la population qui constitue leur électorat. Du coup, le mélange de colère et d'abattement de cette frange est à son plus haut niveau. Pire encore, cette séquence que je viens de vous raconter en début de vidéo, ils ont sciemment maintenu cette illusion jusqu'à tard dans la soirée. Alors, imaginez l'ascenseur émotionnel de leurs partisans. Toute cette tension cumulée devait sortir quelque part. Quand cette grenade émotionnelle a explosé, tout le monde s'est pris des éclats. Tout le monde rejetait la faute sur tout le monde au sein de cette coalition des 6. Leurs militants l'ont parfois exprimé avec beaucoup de vigueur dans la rue. En interne, au sein de chacun des partis, entre militants et direction nationale, au sein du parti leader de cette coalition, le CHP, un ancien député du parti a même demandé la démission de Kılıçdaroğlu. Mais je crois que le plus parlant de ce désarroi, de cette distance entre les directions nationales des partis et leur base, est cette vidéo. C'est le président du Parti démocrate, membre de la table des 6, qui est en train de motiver les troupes du CHP pour qu'ils aillent voter pour leur propre président au second tour. Et si ça ne s'était arrêté qu'à ces explications vigoureuses, entre ces déjà nouveaux anciens amis, on aurait pu se dire que ce n'est pas si grave. Mais les choses sont allées bien au-delà. Un comportement dégoûtant. L'expression n'est pas de moi, mais de Murat Yeltsin, un des acteurs turcs les plus célèbres. Et heureusement qu'il n'était pas le seul à dénoncer ce flot de haine, de violence, d'humiliation et de mépris envers la population des zones touchées par le séisme dévastateur qui a laissé plus de 50 000 morts dans le sud de la Turquie. Le soir même du 14 mai et les jours suivants, des flots d'injures, d'insultes et d'humiliations diverses se sont abattus sur eux via les réseaux sociaux. Je me refuse à vous montrer ça. Mais sachez que c'est du style « Nous vous avons aidé et à la fin vous êtes allé voter pour Erdogan ».
ou encore vous n'avez ni honneur ni dignité, ou bien la prochaine fois je me couperai la main avant de vous aider. Honte à moi si je vous aide encore, même si vous n'aviez besoin que d'une gorgée d'eau. Et c'est de loin le moins violent peut-être dans les violences et les humiliations qui sont déchaînées sur eux pendant des jours de la part de tous ces gens qui ont voté contre Erdogan pour la démocratie. Oui, le choc a été rude pour eux. Les centaines de médias détenus par l'opposition et la presse occidentale leur disaient ça. Et ils découvrent un taux de satisfaction incroyable. Donc nous voilà avec la carte des résultats des élections présidentielles au premier tour. Et comme on peut le voir, toute cette zone qui avait subi ce terrible séisme avait voté pour Erdogan, et très massivement en général. 65%, 6, 59,8, 62, 66,2, 69,4, 67,2, 71,9, 62,3 et celle qui a le moins voté pour lui, c'était celle qui était le moins touchée. Donc 48,1 pour Kılıçdaroğlu et 48 pour Erdogan. Pareil pour les élections parlementaires. En faveur de l'AKP, le parti du président, 33,9, 44,9, 39,7, 44,9, 43, 52,3, 54,2, 40,4, 47,7, 33,2. Bref, ils étaient majoritaires dans l'ensemble de ces territoires. Mais, bizarrement, au lieu de se tourner contre les menteurs, ils se retournent contre la victime. Mais ils ont de qui tenir. Bay Kemal, ou Bay Bay Kemal, comme l'a surnommé Erdogan, est passé de ça à ça. Du coup, tout le monde au sein de ces partis si démocratiques, qui se sont levés, d'après toujours les mêmes médias, comme un seul homme pour défendre la liberté d'expression, la liberté de la presse, le droit des femmes, la démocratie, s'est senti autorisé à laisser remonter ses plus bas instincts à la surface. Avant le premier tour, il y avait déjà eu des choses de ce style. Par exemple, cet enfant de 10 ans avec un jouet à la main portant le sigle de l'AKP et qui est passé devant un stand du CHP. Un très démocrate membre du parti de Kılıçdaroğlu le brûle en lui jetant du thé bouillant et en le poursuivant pour lui jeter dessus sa propre sandale qu'il avait perdue en s'enfuyant. Le lendemain du premier tour, la punition de ces rescapés du séisme ne se limitait pas à ces vomis de haine et d'abject qui laisseront des traumatismes durables sur ceux qui les ont subis. Mais c'est allé bien au-delà. Par exemple, des propriétaires d'hôtels ont viré les réfugiés qui y séjournaient. Séjour pourtant réglé par l'État. Des mairies du CHP
ont décidé dès le lendemain du scrutin de supprimer les aides, les tentes, les containers qu'elles avaient accordés aux rescapés. Ils se retrouvent du jour au lendemain à la rue et démunis, sans aucune autre forme de procès. Heureusement que la prise en charge de l'État était immédiate. Et ce grand moment de démocratie où le maire AKP de la municipalité de Beyolo est stoppé et agressé par une foule de démocrates qui voulaient l'empêcher de faire sa propagande électorale. Sans parler de ces nervis qui croient pouvoir faire la loi ou je ne sais ce qui leur est passé par la tête quand ils ont décidé de bloquer les routes et de décrocher la photo de Erdogan et les drapeaux turcs pour les piétiner. Erdogan. Je vous laisse mesurer l'impact de ces images quand on sait qu'il n'y a pas une maison, une boutique en Turquie où il n'y a pas au moins un drapeau. Ce geste de Erdogan en 2013 n'a rien de la propagande. Ça correspond à un état d'esprit chez les Turcs. Puis, quelques jours plus tard, le temps de la digestion, Kemal Kılıçdaroğlu sort du bois dans tous les sens du terme. Fini le Gandhi qu'on avait essayé de nous vendre à un certain moment. Mais ça n'a pas marché. Maintenant, place au véritable Kemal Kılıçdaroğlu et tout son discours véritable. Cette rhétorique qui revenait de temps en temps, qui se glissait entre la démocratie et les petits chats, entre le droit des femmes et les petites fleurs, la liberté et les insectes, et qu'on ne voulait pas entendre, ou qu'on refusait de répercuter sciemment, parce que ça ne cadrait pas trop avec l'image du gentil petit sage. Son discours d'une violence raciste inouïe, dans l'espoir de rameuter le maximum de voix de ceux qui ont voté au premier tour pour Sinan Oğan, combiné à son racisme réel et profond, a conduit comme à chaque fois à des tragédies. Comme celle de Fares El Ali, ce jeune réfugié syrien dans le département de Hatay au sud de la Turquie, et qui venait d'avoir son bac avec mention et intégrer la fac de médecine. Tout récemment, il avait percuté une collègue turque qui travaillait avec lui dans une usine où il avait trouvé un job. Il s'en est excusé et l'incident était clos. Pas pour les enfants de cette dame, ni leurs amis, qui sont venus l'attendre à la sortie de son entraînement de foot pour le poignarder et continuer à le frapper alors qu'il est déjà au sol, puis le laisser ainsi jusqu'à ce qu'il en meure. Mais ce n'est pas grave, ce n'est que le deuxième cas en quelques jours avec celui d'Istanbul. Maintenant, Kemal Kılıçdaroğlu est allé tellement loin que cette même presse commence à changer ses titres, autant sur les résultats attendus, tellement espérés et qui ne sont pas venus, qu'à propos de la bête immonde qui sommeillait à peine au fond du gentil monsieur. Mais même quand ils sont obligés par les horreurs que peut proférer leur candidat d'en répercuter quand même une partie pour garder un semblant de professionnalisme, nous avons soit une habileté de maniement de l'euphémisme tel que celui-ci, ou ce morceau d'anthologie. Le titre qui dit « Nous sommes une presse qui fait son job et qui dénonce »,
L'image juste en dessous montre celui qui n'est pas du tout concerné par le titre, ni par tout le contenu de l'article. Donc, si vous ne voyez que le gros titre bien en gras et l'image, ce qui va s'imprégner dans votre esprit, c'est pas vrai, il a toutes les tares ce mec. Alors que tout l'article concerne son rival Kemal Kılıçdaroğlu. On pourrait croire que l'effondrement moral de Kemal Kılıçdaroğlu n'a d'équivalent que dans la presse occidentale et les pseudo-experts qu'elle utilise pour se draper dans une pseudo-objectivité qui suinte le mensonge et le mépris. En fait, il n'y a pas que la presse. Les États aussi ont fini par faire tomber les masques. Lors du premier tour, l'Allemagne avait fait fermer 4 bureaux de vote sur 12 pour compliquer une opération dont elle connaissait les résultats à l'avance. Et ils n'ont pas eu tort. Hein. En Allemagne, Erdogan a obtenu 65,5% des voix et son parti l'AKP 44,44%, bien loin devant les autres. L'Allemagne est coutumière du fait. En 2017, ils ont tout fait pour que le référendum sur le passage du régime parlementaire au régime présidentiel ne se déroule pas correctement. Cette fois-ci, ils se sont enhardis et sont allés plus loin. Ils ont aussi perquisitionné les locaux d'un média turc et mis 2 journalistes en garde à vue. On ne sait pas trop pourquoi. On ne sait pas trop ce qu'ils leur reprochent. Mais il paraît qu'ils enquêtaient sur l'organisation de Fethullah Gülen, accusé par la Turquie d'être à l'origine du coup d'État raté de juillet 2016. Vous en avez entendu parler? Leurs collègues ont-ils dénoncé les atteintes à la liberté de la presse en Allemagne? Reporters sans frontières s'en est ému? À ma connaissance. Allez, une petite dernière sur les réactions des démocraties qui veulent que la démocratie s'étende jusqu'en Turquie. Et après, je vous laisse tranquille avec ça. En Belgique, Zuhal Demir, ministre d'État pour l'égalité des droits et la lutte contre la pauvreté du gouvernement régional flamand, appelle à annuler la double nationalité ou le droit de vote pour les Turcs. Ils ont voté lors du premier tour à 72,31% en faveur du président Erdogan. Alors j'ai tenu à faire cette vidéo pour dire merci. Merci à ces 0,5% qui n'ont pas fait le déplacement ou qui n'ont pas voté pour le président Erdogan à ce premier tour. Merci, merci à vous de tout cœur. Par votre paresse ou votre haine ou votre opposition têtue ou simplement victime d'une polarisation terrible due à un matraquage sans précédent, vous avez sauvé la démocratie dans votre pays. Dans cet entre-deux tours, et juste à travers les quelques exemples que je viens d'évoquer, il ne vous aura pas échappé que si cette opposition gagne, les conséquences seront désastreuses pour ce pays. Non pas seulement au sujet de sa place dans le monde, ou son économie, ou de sa culture, mais ça frappera directement l'humain, les individus, un par un, qui auront un jour pensé, écrit, agi en dehors de ce que pense le JEP ou ses partisans. Et il n'y aurait eu personne pour s'en plaindre à l'étranger. Du moins, pas dans ce bloc constitué par les États-Unis, l'Union européenne et l'OTAN. Vous avez mis à terre les plans d'une opposition féroce qui avait apparemment tout prévu pour gâcher la fête démocratique en utilisant les outils que lui permettent la démocratie turque.
Oui, vous êtes le 0,5% qui non seulement a créé une première dans l'histoire de la République turque en emmenant les élections présidentielles au deuxième tour. En 100 ans, ça n'était jamais arrivé. Mais aussi, vous êtes le 0,5% qui, sur le plan national, a préservé le pays d'un retour vers une dictature dure, menée par les militaires et les mafieux, et qui, sur le plan international, avait empêché des bouteilles de champagne d'être sabrées à Berlin, à Bruxelles, à Paris, à Londres et à Washington. Quelles que soient vos raisons, vous êtes le 0,5% qui a emmené les électeurs turcs vers un deuxième tour ce dimanche 28 mai 2023. Date extraordinaire. Surtout dans le contexte présent et le modèle de société vers lequel chacun des deux candidats veut emmener la Turquie durablement. Le 28 mai est en effet coincé entre deux dates importantes dans l'histoire de la Turquie. Le 27 mai 1960, le Premier ministre démocratiquement élu Adnan Menderes est destitué par un coup d'État et sera pendu le 17 septembre 1961. Et le 29 mai 1453, date de la conquête de Constantinople devenue Istanbul. Le 29 mai 2023, le peuple turc saura vers lequel de ces deux projets il se dirige. Que la paix soit sur vous et que la paix soit en vous.